le plat français le plus dégueulasse, interdit, super cher, hardcore à préparer et super cringe à manger, c'est l'ortelan. L'ortelan, c'est un petit oiseau comme ça, un cousin éloigné du moineau. Cet oiseau se trouve dans le sud-ouest de la France et en fait, il est tellement petit que en fait, les gens qui le mangent, ils le mangent en entier. C'est devenu une sorte de gâteau apéro. Comme une petite saucisse knacky comme ça. Et ce petit chanteur à plumes là, il a vraiment un traitement VIP avant d'être englouti. Parce qu'en fait déjà, on l'attrape vivant, on le place dans une cage dans le noir. En fait, c'est pour pas qu'il chante. Comme ça, il se dit, il fait nuit, je chante pas. Parce que sinon, il casse un peu la tête au cuisinier. Et donc après, on le gave de nourriture. Un peu comme les canards pour le foie gras, sauf que là, encore plus. Vous voyez, il commence à avoir un peu de graisse, mais il va pas engraisser, il va rester pour la peau. Et après, on va lui faire prendre un petit bain. Et dans de l'armagnac. Ouais, c'est de l'eau de vie, tu vois, super cher en plus, un peu comme le cognac. Sauf qu'après, une fois qu'il est dans le bain, on va le noyer dedans, tu vois, dans de l'armagnac, ouais. Apparemment, pour trouver cette recette et cuisiner cet oiseau, il faut se noyer soi-même d'abord à l'armagnac. Et après, on le cuit dans du beurre, dans de l'huile, ou alors dans le four, mais attention, en entier. Et si vous trouvez que la façon de le préparer est dégueulasse, la façon de le manger est encore plus dégueulasse. Il y a une vidéo de Maïté, je ne sais pas si vous vous rappelez de qui c'est, qui explique comment le manger, et c'est d'un niveau de malaise. Mais je vous jure, j'ai des frissons quand je regarde cette vidéo. Et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. Il me tarde de le déguster. Déjà, tu commences par te faire des petites bifles comme ça avec. C'est quoi ce délire? Et après, clairement, tu lui bouffes le huc. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Et tout ça là, ces trucs dégueulasses, ils le font cachés sous une serviette. Même à plusieurs à table comme ça. Je vous jure, on dirait un rituel d'une secte dégueulasse. Attendez, mais c'est pas le Ku Klux Klan ici. Oh merde, moi je croyais. Attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Oh, mais vous êtes dégueulasse comme secte, mais... Oh, mais faut vous interdire, mais vous êtes des malades. Oh, mais même nous, on n'est pas des malades que vous, mais... Oh, je vais vomir. Oh. Heureusement qu'aujourd'hui, là, récemment, là, ça a été interdit de le manger. Parce qu'en fait, déjà, l'ortelan, c'est devenu une espèce rare et donc une espèce protégée. Mais il y a quand même tous les ans des chasseurs qui font des manifs en mode on veut bouffer le cul d'un ortelan. Et genre, parce que sous prétexte que Napoléon III, Alexandre Dumas, ils adoraient, c'était leur plat préféré, l'ortelan, nous aussi, on veut continuer d'en bouffer. Du coup, c'est devenu un plat illégal, mais que certains restos, ils font en scred. En fait, ils font des fois des soirées privées, surtout en grand secret, où des gens viennent, et du coup, ils casquent de ouf pour manger de l'ortelan, parce que ça coûte en gros entre 100 et 300 balles pour un oiseau, et t'en manges au moins 10 durant un repas, tu sais, pour te caler un peu. Et si tu te fais attraper, tu peux risquer jusqu'à 15 000 € d'amende et même de la prison. Si quelqu'un en a déjà mangé, s'il vous plaît, vous le mettez dans les commentaires. On va pas vous juger. De toute façon, il n'y a pas la police, elle n'est pas abonnée à moi, elle va pas vous voir, vous inquiétez pas. Bonjour tout le monde. Et oui, aujourd'hui, on va parler de nourriture dégueulasse. Ouais. Et s'il vous plaît, si dans toute la liste des plats dégueulasses dont je vais parler, si vous avez déjà mangé certains, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Et dites-le, est-ce que ça a été bon ou pas? Et moi, je vais vous donner une mission. C'est de goûter un nouveau plat dégueulasse, tu vois, individuellement préparé pour chacun de vous tous. Alors, voilà, vous regardez ce tableau, avec la première lettre de ton prénom, ton jour de naissance, tu vas découvrir le plat dégueulasse qui est fait pour toi. Et je te promets que tu vas adorer. Et dans les commentaires, tu me dis ce que c'est. Et bien sûr, pour me soutenir dans ce Moyagada, mettez un maximum de likes pour cette vidéo. Là, tout de suite, là, ça prend 2 secondes, s'il te plaît. Tu mets un like, hein? Ça a été fait? Mouah, je te kiffe, mon Yagadou. Alors, c'est vrai que pour les Français, on dit souvent qu'ils mangent des plats dégueulasses parce qu'ils mangent des escargots, des grenouilles. En Russie, on mange aussi des grenouilles et d'une façon beaucoup plus dégueulasse qu'en France. Hein. Mais tous ces plats-là, c'est de la gnognotte à côté de ce qu'on va parler. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les plats les plus dégoûtants, dégueulasses et juste incroyables en France et en Russie? Alors, c'est parti! La bouffe la plus dégueulasse en France vs en Russie. Kopalen, le phoque moisi. C'est un plat qui vient de la région de Tchoukotka. Alors, la Tchoukotka, c'est une région en fait qui est frontalière avec l'Alaska. Donc vous voyez à peu près? C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de plats typiques là-bas. Déjà, le Kopalen, c'est un plat qui ferait pâlir Quentin Tarantino. Hein. Pour le préparer, on commence par trouver un morse, ou alors un phoque, ou alors un renne,
si on a de la chance, ou une baleine, si on a beaucoup de chance, ou alors un canard. Bon, ça c'est vraiment quand on n'a pas de chance. Vraiment quand on a la chance d'un touriste dans les transports en commun à Paris pendant les JO. On lui fait une diète forcée, on lui donne rien à manger pendant plusieurs jours pour qu'en fait il reste plus rien dans son estomac. Ah, ma chérie, mais c'est horrible. Tu es dégueulasse. Tu es beaucoup trop grosse. Ah, mais il faut absolument que tu maigrisses. Sinon, personne va vouloir te manger. Ouais, j'ai eu la même motivation quand j'ai fait un régime. Puis, une fois que l'animal a un IMC genre négatif, il est étranglé. Ouais. Oh, parce que faut surtout pas abîmer la peau. Oh non, c'est un plat qui est noble. Puis ensuite, cet animal, il est enterré dans un marais. Puis ensuite, on le recouvre de tourbe. Ouais, comme toi, je savais pas ce que c'était. Après, j'ai regardé les photos et puis, comme toi, j'ai trouvé ça dégueulasse, ouais. Il reste comme ça pendant des mois et ensuite, il est déterré et mangé. Comme ça, genre un cru. Tu sais, c'est un aliment qui a été enterré puis déterré. Un plat pour des nécrophiles. Des fois, on le congèle un peu pour que ça se découpe mieux, mais des fois, juste, on le mange comme ça. Tu sais, vous imaginez, genre, ça veut dire que rester enterré dans un marais, ça suffit pour cuire un aliment. Eh ben, ce plat, que ce soit au niveau de l'odeur ou du goût, il est aussi unique que sa préparation. Le cashew merzu, fromage aux asticots. Alors, mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures gustatives, hein, parce que là, on va plonger dans les abysses de la gastronomie. Je vais vous parler d'un fromage corse, qui est vraiment, mais Bah non, je vais pas dire qu'il est dégueulasse parce que j'ai peur des Corses. Non, les Corses, dédicace à vous, je vous kiffe, hein. Aïe. Non, vous savez quoi? Ça sera à vous de juger si c'est dégueulasse ou pas. Moi, je vous raconte juste les faits. Alors, le cashew merzu, c'est un fromage corse aux asticots. Mouah, délicieux. Il est parfois affectueusement surnommé le fromage pourri. Alors, c'est un fromage qui est très rare et qui est très populaire dans les fêtes traditionnelles corses. Genre, par exemple, les grands anniversaires ou alors les mariages. Franchement, imagine, tu te maries en Corse et pour ton gâteau de mariage, c'est juste un fromage aux asticots. Et franchement, quoi de mieux pour symboliser l'amour? Mangez-le jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ou alors, jusqu'à ce que les larves vous séparent. Maintenant, parlons fabrication. Parce qu'on se demande, mais comment ça a été préparé? Ce délice commence sa vie en tant que pecorino, un fromage de brebis. Donc jusque-là, tout va bien, sauf qu'on va prendre ce fromage et on va le mettre dehors, sous la chaleur, tu sais, pendant plusieurs jours. Et tellement il va faire chaud, tellement ce fromage, il va puer, qu'il va attirer plein de mouches, qui vont en fait se poser dessus et déposer leurs œufs à l'intérieur. Et donc ces œufs, ils vont éclore, et du coup, ces larves et ces asticots vont commencer à vivre dans le fromage. Je vous jure, moi, ça me rappelle le film Alien, tu vois, à un moment donné, peut-être qu'il y a des larves qui vont en sortir comme ça. En tout cas, c'est une expérience crémeuse distinctive. Et attention, ce fromage, c'est pas pour les âmes sensibles. Parce que, en fait, déjà, visuellement, en fait, quand tu le découpes, tu vois qu'il y a les asticots à l'intérieur. Et ils peuvent faire jusqu'à 8 mm de longueur. Et puis, ils bougent. Ils sont vivants. Et apparemment, il faut le manger tant que les asticots sont vivants. Franchement, je vais éviter les commentaires dégueulasses, mais c'est à vous de juger. Ouais, cela ne me regarde pas. Parce que là, on dirait que les asticots, c'est juste un condiment normal. C'est comme si tu rajoutais un peu de sel à ta bouffe. Ouais, tu vois, des petits asticots. Par contre, les Corses qui en mangent, ils disent que gustativement, ce fromage, il est juste super bon. Tu sais, ils disent, ah, le cashew merzu, ah, il est mortel. Le problème, c'est qu'il peut vraiment être mortel. Ouais, parce que vu que tu le manges avec des asticots vivants, en fait, ça peut créer des trucs à l'intérieur de ton estomac et ça peut vraiment te tuer. Tu sais, je vous jure, c'est pas une roulette russe, c'est une roulette corse. Tu vois, avec un fromage. Traditionnellement, il est dégusté avec du vin rouge. Mais moi, perso, si je le déguste, je l'accompagnerai avec de l'alcool à 90. C'est pour tout désinfecter. Imagine si tu crèves, les asticots, ils commencent à vivre à l'intérieur de toi. Et du coup, comme ça, tu peux devenir un nouveau fromage corse. Choladiers. Pour résumer brièvement, alors, en fait, c'est un pudding british, mais à la viande. Alors, ce plat, c'est l'ancêtre de la chirurgie esthétique. On prend une tête de vache, des pattes, des oreilles, on crée une œuvre d'art comestible. En gros, c'est comme si t'invitais Dr Frankenstein pour te préparer un petit repas de Noël. Parce que ouais, c'est un des plats qui sont les plus populaires pour les repas de Noël ou du Nouvel An. Un vrai délice. Et en préparation, attention, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Parce que vous pensez que faire mijoter, par exemple, un pot-au-feu toute la journée, c'est long comme recette? C'est des petits joueurs à côté. Non, je jure, le chaladiet, c'est vraiment genre une préparation sur plusieurs jours. Ouais, c'est un peu le Seigneur des ados culinaires, tu vois. Parce que ça met une éternité à préparer, mais à la fin,
c'est juste épique. Parce qu'en fait, moi j'aime bien, franchement. Mais je sais qu'il y a énormément de Russes et surtout la majorité des étrangers qui goûtent ce plat, tu sais, limite, ils ont pas envie de vomir. Hein. Ce qui est marrant, c'est que ce plat, à la base, il s'est fait en fait un peu au hasard. Parce qu'en fait, c'était des Sibériens qui se sont fait en fait un bouillon avec de la viande et des légumes. Donc à la base, c'était une soupe, tu vois, dans laquelle ils ont mis pas mal de viande, beaucoup de graisse et même les os. Et vous savez que la gélatine qu'on utilise pour les confiseries, genre les bonbons et tout ça, en fait, ça s'appelle la gélatine de porc. Parce qu'en fait, c'est ce qui est présent dans la graisse, genre dans les os de l'animal. En fait, à un moment donné, ils se sont dit, bon, on n'a pas fini la casserole, on va la mettre dehors. Et lorsque le lendemain, ils ont ramené la casserole de soupe à la maison, ils se sont rendus compte, en fait, que c'est devenu de la gélatine. Tu sais, que c'est devenu un plat qui fait genre blablabla. Et ils se sont dit, genre, c'est marrant à manger, ça croque et tout. Et du coup, c'est devenu un plat traditionnel. Et même dans The Office, ils font référence à ça. Je te jure. You put my stuff in Jello again. What is that? It's my staple. No, 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 no! Do not take it out. You have to eat it out of there. L'andouillette. Bon, l'andouillette, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Alors, c'est un plat qui sépare la France en deux, ça c'est sûr. Parce que, tu sais, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit il y a des gens qui l'adorent, ou soit il y a des gens qui préfèrent limite embrasser un poulpe. Historiquement, l'andouillette viendrait de la ville de Troyes, mais on n'est pas sûr à 100% de son origine. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sa toute première trace, genre écrite dans un livre, date de 1560. C'est juste incroyable. En fait, c'est le duc de Guise qui est venu avec son armée pour récupérer la ville de Troyes, sauf que lui, au lieu de partir combattre, en fait, il est parti manger une andouillette parce qu'elle était connue, il en a entendu parler. Et du coup, son armée, sans lui, ils se sont retrouvés perdus, ils ont commencé à le chercher et ils se sont fait défoncer. Tu sais, on a perdu la ville de Troyes à cause d'une andouillette. Alors qu'à la base, ils auraient pu au contraire gagner la ville de Troyes. Parce que, excusez-moi, tu sais, s'ils se ramenaient tous avec des andouillettes sur un champ de bataille, avec l'odeur que ça crée, ils auraient pu reposer n'importe quelle armée. Alors, une andouillette est faite avec la partie la plus charmante d'un cochon. Avec son gros intestin, ouais. Je pense que même un cochon, il voudrait pas en manger. Ensuite, c'est assaisonné d'oignons, de sel, de poivre et d'un aliment secret super bien gardé par les cuisiniers. Et moi, perso, je pense que j'ai trouvé l'ingrédient secret. Oh la vache! Oh. Oh. Bon bah, ça va être l'ingrédient secret, hein. De toute façon, ça va pas gâcher le goût, hein. Parce que tu peux pas ne pas vomir quand tu cuisines un truc pareil. Et pour la petite touche classe, si tu veux vendre de l'andouillette, vous savez que, en fait, il faut qu'elle reçoive le diplôme des 5A, l'association amicale des amateurs de l'andouillette authentique. Et ben, ces mecs, il faut qu'ils valident ton andouillette. Pour moi, 5A, c'est pas un diplôme, non, c'est juste le cri que tu fais quand tu la goûtes pour la première fois, genre ah. Et alors toi, tu kiffes l'andouillette ou pas? Thé salé au beurre. Alors, on va boire du thé salé au beurre. Ouais, parce que t'as l'impression que cette boisson, elle a été trouvée avec des ingrédients au hasard. Hein. Et pourtant, c'est la boisson traditionnelle de la région de Kalmoukie. Pour vous décrire un peu cette région, c'est par exemple, ce qui est marrant, c'est que c'est la seule région bouddhiste de l'Europe. Ouais, c'est toujours bizarre de se rappeler qu'en fait, une partie de la Russie fait partie de l'Europe, géographiquement. Et la deuxième petite référence, c'est que vous vous rappelez du footballeur, 98 et 2000, Yuri Djorkaeff. Bah lui, en fait, il a des origines de la Kalmoukie. En Russie, on appelle ça, cette région, Kalmykia, Kalmyk. Et en France, on dirait que vous n'arrivez pas à prononcer la lettre U, et c'est pour ça que du coup, vous dites Kalmouk. En tout cas, normalement, cette boisson, elle est faite avec du thé kalmyk. Et ce qui est marrant, c'est que le thé kalmyk, on dirait un meuble Ikea que t'as démonté, remonté au moins 3 fois. Donc, ils font cuire le thé, après ils rajoutent du lait, jusqu'à là tout va bien, après du sel, et même du poivre, après ils égouttent, ils mettent ça dans une tasse, et ils rajoutent du beurre. Apparemment, genre, c'est très bon pour la santé, et quand t'as des maladies, genre une grippe ou juste t'as pris froid, genre apparemment ça te soigne de ouf. C'est l'ultime boisson énergisante pour les bergers. Ah ouais, c'est du Red Bull pour eux. Bah ouais, je te jure que, tu vois, quand t'es en Kalmykie, tu sais, pour surveiller les moutons à moins de 30 degrés, et surtout les courser, ou même te faire courser par les moutons, il te faut de l'énergie et des calories. Hein. Ah ouais, parce que les moutons là-bas, c'est de la corrida, attention. Après, moi je me dis, pourquoi pas, tu sais, un thé au sel, au beurre et au poivre, les Turcs, ils ajoutent bien du sel dans leur café. Mais ça doit quand même faire bizarre quand tu demandes ça, genre, chez un ami. Parce qu'à la base, tu dois passer pour un mec qui est un peu à la diète, mais pas à la fin.
Merci beaucoup. Non, pas de sucre avec mon thé, non, c'est pas bon pour la ligne, hein, non, je suis à la diète en ce moment. Par contre, je veux bien du beurre, du sel, du poivre et du lait. Merci beaucoup. Je suis au régime, hein. Allez, je vais vraiment goûter ça pour vous et avec vous, ok? Je vous jure, c'est la première fois. Hein. Si je vomis, c'est pour vous. Hein. Bon, allez, alors on commence. Donc, on rajoute du sel. Ça. Du poivre. Allez, du lait. La dernière étape, du beurre. Oh la vache. Bon, allez, à votre santé. Za zdarovia. Écoutez, on dirait que tu bois une soupe, en fait. Ça revigore un peu. Franchement, c'est assez bon. Mais par contre, c'est pas du tout du thé, quoi. Farci pois de vin. Alors, ce qu'il y a de pire dans ce plat, en fait, c'est l'aspect visuel. Je suis désolé, mais ça ressemble beaucoup à ce qui pourrait sortir de l'arrière-train d'un animal de basse-cour. Bienvenue dans l'univers culinaire du farci pois de vin, également connu sous le nom de farci charentais, une spécialité de la région charentaise. À qui on passe le bonjour. Le plat qui fait de la charcuterie un doux rêve. Imaginez un pâté, mais de légumes et dans une feuille de chou. Un pâté vegan, qui date du Moyen-Âge. Ah ouais, je te jure, il y a eu des végans au Moyen-Âge. Ah non mais, sérieusement, t'es en train de manger de la viande là? Ça me dégoûte, hein. Ah non mais, moi je mange pas de viande, hein. Mais c'est saut dans le passé, on est en 1430 les gars, réveillez-vous, hein. Moi je suis contre la violence sur les animaux. Je suis contre l'assassinat, je suis quelqu'un de sensible, moi. Oh! Une rouquine au bûcher! Qu'on la crame! La sorcière! Qu'on la crame! Un des ingrédients vedettes de ce pâté, c'est l'oseille. Et ce qui est marrant parce que c'est complètement ironique parce qu'à la base, c'est un plat de pauvres. C'est des mecs qui ont pas d'oseille. Comment ils faisaient? Alors je pense que c'est un plat du pauvre parce qu'en fait déjà les ingrédients ils sont super pas chers et aussi parce qu'une fois après avoir mangé ça, je pense que tu restes au lit et tu dépenses de rien pendant au moins quelques semaines. Le truc un peu moins vegan, c'est qu'il faut mélanger ça avec de la graisse de cochon. Bon, après c'est vraiment les deux ingrédients vedettes des pois de vin. On dit aujourd'hui qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh ben les pois de vin, ils vivent de choux et d'amour pour les cochons. Voilà. En fait, ce pâté, c'est une sorte de best-of des restes des repas qu'ils n'ont pas mangés, c'est des légumes qui sont restés, du coup qu'ils ont compressés, qu'ils ont emballés dans des feuilles de chou. On dirait que tu manges le compost de ton jardin. Salade de tiges de bardane. Pareil, tiens, une recette végane, ça c'est pour vous, cadeau. Eh ben, dans la ville de Sakhalin, ils ont une spécialité, c'est une salade à la base des tiges de bardane. Bon, déjà, je sais pas si vous voyez ce que c'est la bardane, mais c'est ce genre de plante, tu sais, que tu esquives en randonnée. C'est des tiges qui sont coupées, bouillies, puis frites, et puis finalement servies froides avec une sauce soja et du sésame. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette région, et même dans d'autres villes, même en France, ils glorifient la bardane, qui est très peu connue, parce qu'en fait, c'est un des aliments que tu peux manger pendant très longtemps, tu sais, qui peut te donner de l'énergie pendant très longtemps, parce qu'en fait, tu peux quasi tout manger dedans. La bardane, on peut tout manger. Feuilles, tiges, racines. Et deuxième avantage, c'est qu'elle est toute douce, dufteuse, ça fait un magnifique pâté toilette. Ouais, c'est pas avec des orties que tu vas aller aux toilettes. Hein. Les couilles de mouton. Alors t'en as certains, pour l'apéro, ils aiment bien les boules de fromage, et puis t'en as d'autres, ils préfèrent les boules de mouton. Ouais. Comment ça se fait qu'en France, on est arrivé à manger ce genre d'aliments? À quel moment un mec s'est dit, tiens, et si je mettais un peu d'exotisme dans mon assiette? C'est même de l'érotisme. C'est chaud. Quand il a invité des potes pour goûter, il leur a dit genre, les gars, je vais vous faire goûter un plat, c'est un véritable bijou. Ouais, un bijou de famille. Ou alors c'est un mec qui était trop heureux, on lui a trop dit genre, Roger, t'as pas de couilles. Et lui, du coup, au lieu de prendre du courage, il s'est dit, je vais en manger des couilles. Attention, ça c'est du repas avec glamour, hein. Moi je conseille à tout le monde, pour un repas romantique, avec ta femme, ta chérie, tu sais, manger des boules de mouton. Et en plus, apparemment, ça a des petites vertus un peu, vous voyez, excitantes, hein. Beaucoup mieux que le gingembre, apparemment. Moi, juste ce qui me chagrine, c'est pour le mouton. Parce que bon, déjà, tuer un mouton pour le manger, ok, c'est super méchant. Mais lui couper les boules, tu sais, pour que ton proprio, il les bouffe, et après, il te regarde et... Ce bâtard, là, il m'a bouffé les boules. Et en plus, lui, en tant que mouton, bah, il va se faire cramer direct dans son troupeau. Tu sais, un mouton eunuque.
La salade indigirka. La salade indigirka, alors c'est un plat qui vous laisse froid. Genre au sens propre du terme. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va plonger dans les profondeurs glacées de la Russie, en Yakoutie, pour découvrir la recette de la fameuse, ou plutôt de l'infameuse salade. Ouais, parce que cette salade, elle ressemble plus à un épisode de Man vs Wild. Alors attention, selon plusieurs classements internationaux, ça serait le pire plat du monde. Donc la salade indigirka, c'est du poisson fraîchement congelé. Et quand je dis fraîchement, c'est vraiment genre à moins 40. Tu sais, ils le foutent dehors. Mélangé avec de l'oignon, de l'huile de tournesol, du sel et du poivre. Donc l'ingrédient phare, c'est du poisson congelé, que tu manges congelé. Hein ? Si ça vous donne pas l'eau à la bouche, ça, même de la glace à la bouche. Traditionnellement, ce plat est fait avec du poisson blanc local, comme genre le shir, le nelma ou le muksun. Moi, je connais pas les poissons à ce point-là, mais ce qui est ouf, c'est que c'est servi dans des bols de glace. Ouais, genre des vrais bols de glace, et vu que tu manges ça dehors, bah, ça se décongèle pas. Franchement, ça, c'est un plat qui pourrait cartonner dans les ice bars. Vous voyez les bars où, tu sais, genre, ils boivent dans le froid, tu sais, où les shooters sont faits en glace. Pour compléter le tout, on ajoute des œufs de poisson, ou alors du caviar même. Ah bah, quand tu manges cette salade, faut pas avoir les dents sensibles, ça c'est sûr. Oh, la bonne salade que j'ai mangée. Oh, c'est bon pour la santé, hein. Tête de cochon, pied de porc. Alors ça, en France, tout est bon dans le cochon. Et vas-y qu'on mange et la tête, et les pieds, et la queue. Ça va, oui. Déjà, pour manger une tête de cochon, franchement, il faut s'accrocher, non? Parce qu'aujourd'hui, ok, les têtes de cochon, ils sont servis, genre découpés en morceaux, avec des condiments et tout. Mais j'ai des amis qui m'ont raconté qu'à l'époque, ils servaient vraiment la tête de cochon, mais genre sur un plateau, mais genre la vraie tête. Avec le nez, tu sais, genre, les oreilles, les yeux. Ils commandaient ça, genre pour un groupe, tu vois, entre 6 et 8 personnes. Et après, donc, tu prends un apéro avec tes potes et tu te découpes, genre, hop, tiens, une petite oreille, hop. C'est quoi ces gâteaux apéro de malade? Tu sais, pourquoi pas s'en faire un sandwich comme ça aussi? Et pour manger des pieds de cochon, bah, même question, pourquoi? À Paris, il y a un restaurant qui s'appelle Les Pieds de Cochon, qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc, tu peux venir après une boîte de nuit à 7 heures du mat pour manger des pieds de cochon. T'sais, alors que, franchement, les pieds de cochon, c'est pas le truc le plus dégueulasse. T'sais, ils traînent tout le temps dans la boue. C'est la partie de leur corps la plus sale. J'ai l'impression que c'est un plat pour des fétichistes de cochon. T'sais, ils sont là en mode genre, manger des pieds. Confiture de pommes de pin. Ouais, vous avez bien entendu, de la confiture de pommes de pin. Alors, faut la manger comme ça. Après, ça doit peut-être pas beaucoup vous étonner parce que vous, en France, vous avez de la confiture de marron. En Russie, on mange pas ça. T'sais. En Russie, les marrons, c'est pour se jeter dessus quand t'es dans la forêt. C'est comme si vous mangiez des cailloux pour nous. En tout cas, la confiture de pommes de pin, ils font ça avec beaucoup de miel. Et donc, du coup, ça a un goût de miel et de résine d'arbre. Tu vois, mélangé ensemble, qui lui donne un petit côté un peu épicé, un peu remonté, un goût de forêt et de miel. De l'héroïne pour Winnie l'ourson. Moi, le truc que je trouve le plus stylé dans cette recette, c'est qu'en fait, tellement il faut cuire les pommes de pin pendant longtemps que tu peux les manger après. En fait, elles deviennent molles et ça croque un peu sous tes dents. Imaginez manger des pommes de pin. Gematagen. Le Gematagen, c'est le petit plaisir gourmand des vampires. Ouais, le petit chocolat des vampires, quoi. Ah, je vous jure, tu sais, Edward, il aurait pécho Bella beaucoup plus vite dans Twilight avec un Gematogen. Hein. C'est une sucrerie qui a un peu un mélange entre un Snickers et un film de Tarantino. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de sang. Ouais, parce que c'est un chocolat qui est mélangé avec du sang de bœuf. Ouais, du sang de bœuf dans un chocolat. Ah, je vous jure, le Gematogen, c'est le S, hein. Je vous jure, quand j'étais petit, ma maman, elle m'en achetait quasi tous les jours. Parce qu'en fait, c'était considéré comme si c'était la seule sucrerie qui était bonne pour la santé. C'est comme si, genre, vas-y, tu peux en manger autant que tu veux parce que bah, c'est bon pour la santé. Plus t'as de sang de bœuf en toi, plus tu deviens un bœuf. Parce qu'en fait, il y a énormément de fer dans le sang de bœuf. Et le fer, bah, c'est bon pour la santé. Et moi, quand j'en mangeais, je trouvais le goût un peu bizarre, mais je savais même pas qu'il y avait ce secret de préparation ironique. Genre, même ironisé, je dirais. Maman, pourquoi mon chocolat a un goût de métal? Mais c'est pour te rendre aussi fort que Iron Man, mon chéri. Allez, mon sang, mange du sang. Donc voici un petit aperçu des cuisines de nos deux pays qui sont complètement folles et extravagantes. Alors, est-ce qu'il y a des plats qui vous ont donné envie de goûter? Tu me le dis. Dans les commentaires aussi, dis-moi si t'as déjà goûté des plats, que ce soit français ou russes, qui sont encore plus dégueulasses que ceux que j'ai cités. Donc encore une fois, je vous rappelle qu'il faut mettre des likes pour me soutenir. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Oh, darling.